bonjour à tous. Bienvenue dans la table ronde pour les enjeux de la gestion financière des inondations. Donc, nous discuterons aujourd'hui du rôle des assureurs de dommages du ministère de la Sécurité publique du Québec et du gouvernement fédéral dans le dossier de l'indemnisation des sinistrés et de l'aide financière aux sinistrés. Donc, nous avons aujourd'hui trois panélistes. Donc, M. Pierre Babinski, directeur des communications et des affaires publiques au Bureau d'assurance du Canada, le BAC. M. Philippe Paradis, directeur de l'aide financière aux particuliers et aux entreprises au ministère de la Sécurité publique, le MSP, et M. Alain Lessard, qui est consultant exécutif pour Impact. Donc, la table ronde se déroulera de la façon suivante. Donc, chaque panéliste aura une dizaine de minutes pour discuter du rôle de chacun, donc des assureurs, du MSP et du gouvernement fédéral. Ensuite, nous aurons un échange d'une quarantaine de minutes sur différentes questions d'intérêt. Puis ensuite, on va prendre des questions d'audience dans les 10-15 dernières minutes. Donc, notre première présentation pour le premier bloc de 30 minutes. Donc, je vais céder la parole dans quelques instants à M. Babinski, qui est directeur des communications et des affaires publiques au BAC depuis 2013. À ce titre, il dirige l'ensemble des communications externes du BAC et du groupement des assureurs automobiles. Il gère également les relations gouvernementales du BAC relativement aux grands enjeux de société qui affectent les assureurs de dommages ainsi que l'ensemble des consommateurs et entreprises. Il a développé au cours des 40 dernières années une expertise en communication, en gestion de crise et en relations gouvernementales, notamment dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité publique et du secteur financier. La parole est à toi. Ça ne me rajeunit pas. Merci, Mathieu. Bonjour tout le monde. Donc, si on parle un peu en termes de gestion financière du risque d'inondation, quand on parle d'assurance, je vais faire quelques petites choses. Une, dresser un portrait de à quoi ça ressemble le coût des sinistres catastrophiques depuis plusieurs années au niveau des assureurs. On va aussi, parce que parfois c'est un peu méconnu, aller là vraiment sur qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert par une police d'assurance habitation. Vous verrez après ça quand Philippe parlera du programme d'aide du gouvernement, puis on va parler aussi de certains arrimages. Vous aurez une base si vous êtes moins familier avec tout ça. Donc, sans plus tarder, on va regarder le Canada, puis j'irai après ça pour un portrait pour le Québec. Mais ce qu'on voit certainement, c'est que depuis de nombreuses années, puis certainement depuis les 20 dernières années, on voit une augmentation, puis c'est une tendance qui se maintient d'année en année, avec quelques petites anomalies, mais certainement à une époque où il y a 30 ans, c'était quelques centaines de millions de dollars par année en dommages catastrophiques assurés à l'échelle du Canada. On est depuis plusieurs années, là, une moyenne de 2 à 3 milliards par année. Et l'année dernière, qui était une année record pour le Canada, on était autour de 9 milliards de dollars en catastrophes naturelles assurées. Ce qui aussi est pas sur le diagramme que vous voyez, c'est que, par exemple, 2023, où on était plutôt à 3,7 milliards, c'était une vingtaine d'événements catastrophiques qui avaient amené ce total-là, alors que pour 2024, c'est 4 événements qui, eux seuls, ont presque totalisé là, le 8 point quelques milliards en dommages assurés. C'est ça. Fait que on voit un petit peu, là, on a fait quelques moyennes, mais certainement les 4 dernières années, moyenne de 4 milliards, 2,6 milliards les 4 années d'avant. Fait qu'on voit une progression. Si on regarde au Québec, on voit aussi une tendance. C'est sûr qu'au Québec, on a souvent été épargné, bien que 2022, 2023 avaient été des années assez coûteuses au-delà de 6 à 700 millions de dollars, qui étaient, depuis le verglas, là, qui étaient des records. Et l'année passée, encore une fois, un événement,
la tempête post-tropicale Debby qui a causé pour près de 3 milliards de dollars en dommages assurés. On ne parle pas ici des autres dommages que les municipalités ont dû éponger, ce que les citoyens ont dû éponger. On parle vraiment de ce qui était couvert par les polices d'assurance, habitation, automobile ou entreprise. Juste pour vous donner une idée, bon, débit au mois d'août 2024 a généré, en fait, c'est près de 85 000 réclamations d'assurance dans les trois catégories que j'ai mentionnées. C'est beaucoup. C'est normalement l'ensemble des assureurs au Québec vont avoir peut-être, ils vont peut-être aller 100 000 ou un peu plus de réclamations dans des bonnes années. On a un événement, donc une journée, qui cause 85 000 réclamations, 2,8 milliards en indemnité. Le coût moyen pour l'assurance habitation, donc, ça a été surtout des refoulements d'égouts, des infiltrations d'eau. C'est à peu près, ça, c'est à peu près 75 000 réclamations, puis le coût moyen de ces réclamations était de 30 000 dollars. Ce qui est arrivé, puis naturellement, un événement comme ça met beaucoup de pression sur tout le monde, les premiers répondants et tout ça, mais les assureurs aussi. Et vous avez probablement entendu à cette époque-là quelques personnes qui avaient de la difficulté à rejoindre rapidement leur assureur. Pour certains, ça a pris quelques jours. C'est certain qu'ils ont déployé toutes les ressources qu'ils avaient à leur disponibilité. C'est sûr que aussi un 9 août, c'est une période de vacances aussi, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont été rappelés de congés pour donner un coup de main. On a aussi, généralement, c'est des experts en sinistres qui doivent régler les sinistres. Donc, c'est un acte réservé à des gens qui sont certifiés par l'Autorité des marchés financiers pour exercer ce métier-là. Et cette fois-ci, l'Autorité des marchés financiers a autorisé les assureurs d'utiliser certains employés qui ne sont pas certifiés pour régler des sinistres au téléphone et ils nous ont accordé un montant jusqu'à 30 000 dollars. Donc, ça veut dire, pratico-pratique, là, vous aviez un avenant pour le refoulement d'égout, vous aviez une protection de 25 ou 30 000 dollars. Vous avez été inondé, c'est clair que les dommages dépassaient ce montant-là. Vous envoyez quelques photos, un échange avec la personne au téléphone, puis certains ont le chèque ou le transfert était fait le lendemain. Euh, c'est sûr que dans d'autres cas, des cas plus sérieux, ben, les experts en sinus se déplaçaient et faisaient le travail qu'ils faisaient, mais ça a permis quand même de répondre à beaucoup de gens assez rapidement, puis les gens étaient contents de recevoir les fonds rapidement aussi. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont attendu, qui essayaient de rejoindre leur... Il y avait de l'eau dans le sous-sol, ils essayaient de rejoindre leur assureur, ils n'y arrivaient pas. Est-ce que je vais de l'eau? Est-ce que je vais pas? Est-ce que j'appelle une firme de nettoyage après sinistre? Est-ce que ça va nuire à ma réclamation? On a fait beaucoup de relations médias à l'époque, puis même pris des espaces publicitaires pour rappeler aux gens, ben, perdez pas votre temps avec ça. Videz l'eau. Prenez toutes les mesures raisonnables à votre portée pour sortir l'eau, pour sortir les biens qui ont été souillés, pour éviter que ça devienne des risques pour la santé. Et commencez à sécher. Faites ce que vous pouvez. Puis quand vous parlerez à l'assureur, ben, au moins, vous pourrez dire ce que vous avez fait. Ce qui est important, puis c'est un conseil qu'on donne à tout le monde, gardez-le en tête, on documente tout. Dès qu'il y a de l'eau, on prend de l'eau, on prend une photo pour voir le niveau de l'eau. Quand on a enlevé l'eau, on prend des photos, montrer les dommages, qu'est-ce qui a été mouillé, qu'est-ce qui n'a pas été, ou vidéo. Comme ça, quand on fait notre réclamation, ça va beaucoup aider. Surtout si on sort les choses du sous-sol, on les met au chemin. Ben, si on prend des photos de tout ça, ben, après ça, ils peuvent être évacués ou pris par les autorités là, sanitaires.
Donc, on voyait qu'il y a quand même une certaine méconnaissance là aussi, même pour les gens qui se disaient, ben, je vais le faire. Les gens ne sont pas certains. Est-ce que j'ouvre les murs? Qu'est-ce que j'arrache? Et tout ça. Mais ils étaient quand même capables, sur les sites de leurs assureurs, ou une fois qu'ils parlaient à des experts, avoir une meilleure indication de quoi faire. Sur l'image que vous voyez, ben, c'est notre petite maison avec le sous-sol. Le sol est un peu bas, là. Le rez-de-chaussée devrait être un peu plus haut que ça, mais on n'a pas, notre graphiste n'est pas un expert en sinistre. Mais ce qu'on voit là, c'est l'eau à différents endroits qui peut rentrer. On voit à gauche un cours d'eau. On voit à droite une piscine. On voit un bonhomme de neige qui représente le dégel printanier. Il est tough. Puis ensuite, ben, on va le voir tout à l'heure, là, il y a l'eau qui vient au-dessus, donc la pluie qui peut rentrer par le toit, qui peut rentrer par les fenêtres, qui peut arriver au sol, puis après ça s'infiltrer, mais il y a aussi des refoulements d'égouts, puis les infiltrations souterraines, soit ben, par la fondation, la nappe phréatique et tout ça. Donc, la règle de base, généralement, si l'eau vient de l'intérieur de la maison, un bris d'une conduite d'eau, le tuyau du lave-vaisselle brise, on laisse le bain couler, c'est couvert par la police d'assurance habitation de base. Donc, il y a pas de protection supplémentaire à ajouter. Si votre piscine brise et l'eau entre dans votre sous-sol, c'est aussi couvert. Si un arbre frappe votre maison puis crée un trou ou brise une fenêtre puis l'eau de pluie rentre, c'est couvert aussi. Donc, les chocs sur la résidence, c'est couvert. Lorsqu'on parle de l'eau au-dessus du sol, c'est généralement la pluie. Donc, c'est l'eau qui va rentrer par une infiltration là, par le toit, par le débordement d'une gouttière quand on a des toits plats, là, il y a un tuyau qui passe dans notre maison. Donc, il y a différentes façons que ça peut arriver. Des fois, là, on a de la glace sur la toiture, puis en dégelant, ça peut s'infiltrer aussi. Donc, ça, c'est l'eau au-dessus du sol. Quand on dit au-dessus du sol, c'est que l'eau pénètre dans la maison ailleurs qu'au niveau du sol. C'est pas parce que c'est de l'eau qui vient. La pluie, une fois qu'elle est à terre, on va en parler, c'est une inondation de surface, mais c'est vraiment parce que c'est au-dessus de la ligne là, de notre sous-sol. Donc, quand on parle de dégâts d'eau qui est un refoulement d'égout, infiltration par la fondation et tout ça, c'est l'avenant au sol et égout. Donc, c'est un avenant qu'on ajoute. L'eau au-dessus du sol, donc celle dont je parlais tantôt là, pour l'infiltration par le toit et tout ça, c'est un avenant aussi. Donc, ça, c'est des avenants qu'on fait ajouter lorsqu'on souscrit une assurance ou lorsqu'on fait un renouvellement si notre situation a changé. Et le but, c'est vraiment de protéger pour l'eau qui provient de fuites, de débordements, refoulements de drains français, d'égouts, les eaux souterraines ou de surface qui pénètrent ou qui s'infiltrent dans le bâtiment. L'avenant suivant, qui est le même, mais on ajoute débordement de cours d'eau. Donc, même protection que ce que je viens de mentionner, mais nous protège aussi du débordement d'un cours d'eau. Et fait que si l'eau du cours d'eau se rend chez nous, c'est-à-dire touche notre terrain, une fois qu'il a touché le terrain, l'eau pourrait continuer puis rentrer dans le sol, mais si une fois qu'il a touché le terrain, ça refoule dans les égouts ou ça finit par rentrer, c'est considéré un débordement de cours d'eau. S'il y a un refoulement d'égout chez vous, puis le cours d'eau pas loin de chez vous, il a débordé, mais que c'est jamais rendu à votre terrain, c'est considéré un refoulement d'égout. Donc, si on a l'avenant all dress, ben, c'est pas important où l'eau s'est rendue, on va être couvert dans les deux cas. Mais si on n'a pas le débordement d'un cours d'eau, puis on a un refoulement d'égout, puis il y a un cours d'eau qui s'approche, ben on espère qu'il ne touchera pas notre terrain, parce qu'une fois qu'il le touche,
ça devient une exclusion. C'est-à-dire que si on n'a pas l'avenant, ce risque-là, une fois qu'il se réalise, ben, il est exclu de la protection. Pour vous donner une idée, les trois avenants dont j'ai parlé, là, celui haut du sol et égout, c'est 75% des résidences qui l'ont. Puis, de ne pas l'avoir, c'est pas parce que c'est pas disponible, mais il y a différentes explications. Je vais juste les courir. Là, 48% qui ont l'avenant de débordement d'un cours d'eau là, qui est ajouté à la protection. 75% ont le refoulement d'égout et 63% l'eau au-dessus du sol. Ça, au-dessus du sol, je pense qu'il n'y a pas grande situation où votre assureur ne pourrait pas vous l'offrir, à moins que votre toit se tombe en morceaux. Mais les autres, c'est toujours bon si vous croyez à risque. Puis dès que vous êtes relié à un égout municipal, c'est une bonne idée de l'avoir. Maintenant, je pense que je vais juste aller à la prochaine parce que en parlant de l'avenant refoulement d'égout, il y a, il y a de plus en plus de gens qui vont éprouver de la difficulté à obtenir cet avenant-là, notamment des endroits où, après plusieurs refoulements d'égouts, ben, les assureurs constatent qu'il y a une défaillance dans l'infrastructure municipale, par exemple, d'un quartier. C'est déjà arrivé certains quartiers de Montréal où les gens étaient incapables d'avoir l'avenant refoulement d'égouts. Puis une fois que la ville a fait les réparations, puis qu'il y a eu quelques pluies, ça a fait ses preuves, qu'il n'y avait plus d'incidents, ben, les assureurs ont recommencé à offrir cet avenant-là. Donc, euh, l'assureur réagit à tout ça. Quand ça arrive une fois de temps en temps, ça peut être considéré comme normal. Mais si c'est à chaque fois qu'il y a une pluie moindrement forte, ça refoule chez vous, ben, clairement, même si vous avez un clapet, il y a clairement un problème. Ça, ben, les assureurs n'assurent pas les certitudes, ils assurent juste les risques inattendus et soudains. Il y a 8 à 10 des résidences au pays qui, j'ai montré tantôt, c'est 48 des gens qui ont l'avenant inondation, mais c'est seulement 8 à 10 des gens qui sont incapables de l'avoir parce qu'ils habitent près d'un cours d'eau qui déborde à chaque année ou à chaque 2 ans. Donc, c'est sûr que ça devient plus difficile. On estime au Québec, mais ce chiffre-là inclut les inondations fluviales, donc et pluviales. Ça veut dire que ça inclut aussi les gens qui ont de la difficulté à obtenir de l'assurance refoulement d'égout à cause de leur localisation. Tout le reste des gens vont généralement pouvoir le souscrire, puis la prime va varier en fonction du risque, comme à peu près toutes les protections. Pour vous donner une petite idée, bon, le bac, ça fait quand même de nombreuses années au nom de mon banque, qu'on fait les constats que je vous ai présentés en ouverture, c'est-à-dire que ça coûte de plus en plus cher au niveau des risques climatiques. Donc, on fait aussi des représentations auprès des gouvernements, de tous les niveaux de gouvernement pour essayer d'avoir des actions concertées, pas travailler en silo, puis aussi échanger les connaissances, aussi ben, investir de manière ciblée, puis naturellement par le bassin versant, puis que justement, il faut que tout le monde se parle là-dedans, mais voir toutes les mesures d'atténuation des risques qu'on peut envisager, infrastructure naturelle, grise, gestion intégrée de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des digues partout, puis enclaver les communautés, mais certainement voir comment on peut aider les gens à éviter les sinistres. Les normes de construction et les matériaux, naturellement. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment intéressantes au niveau de l'architecture sans frontières et cohabitation. L'APCHQ commence à donner des formations
sur comment reconstruire un sous-sol de manière résiliente. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a certains assureurs qui ont commencé à offrir des avenants à travers lequel, là, pour une prime, ben, il va couvrir les coûts supplémentaires que pourrait engendrer une reconstruction plus résiliente, par exemple. Parce on passe de tapis au sous-sol à céramique, par exemple, sur la dalle, ben, ça coûte plus cher. Ben, certains vont couvrir ça. D'autres vont encourager quand même, pour que vous conserviez vos protections d'assurance, de mieux reconstruire. Mais généralement, une fois que votre limite est atteinte de votre protection, ben, s'il y a une différence, dans certains cas, vous allez devoir l'assumer. Mais en ce moment, je peux vous dire que ça se discute beaucoup, le Build Back Better et tout ça. Je pense qu'au niveau des assureurs, on va voir de plus en plus d'initiatives, d'incitatifs. Il y a des villes comme la ville de Montréal qui offrent aussi des incitatifs pour mieux reconstruire. Et naturellement, ben, on encourage tous les paliers de gouvernement, tous les intervenants à participer à la sensibilisation des gens sur les mesures à prendre pour se protéger, puis quoi faire aussi lorsqu'on a un séisme. Euh, c'est ma dernière diapo, puis je sais que cet après-midi, vous allez parler un peu de l'impact là, de la nouvelle cartographie et tout ça. Je voulais quand même rapidement, le BAC a fait ses commentaires au projet de mise à jour du cadre réglementaire puis de la cartographie. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions. On a entendu des élus dire, ben là, les maisons seront plus assurables, etc. Ils sont peut-être plus assurables pour l'inondation, dans certains cas, mais ils vont rester assurables pour les autres risques. Le feu, vol, vandalisme, le vent, l'eau au-dessus du sol, toutes ces choses-là vont continuer d'être disponibles en autant qu'il n'y a pas d'autres variables qui changent. Puis les assureurs connaissent déjà ces zones-là. 2017-2019, comme le ministre Charette a dit, si vous avez été inondé en 2017-2019, soyez pas surpris de vous retrouver sur la cartographie, mais les assureurs ont déjà ça. Fait qu'il n'y aura pas de grands bouleversements lorsque les cartes seront révélées. Ça va juste confirmer dans certains cas. Ça va permettre certains ajustements. Fait qu'au niveau des assureurs, c'est pas comme je vous dis, un gros bouleversement. Les cartes vont être utiles pour parfaire leurs données, mais comme je vous dis, ils savent déjà un peu tout ça. Puis l'autre point que je ferais, c'est, on parle aussi d'ouvrage de protection, puis c'est quoi, comment on qualifie le risque derrière un ouvrage de protection? Bien, pour les assureurs, peu importe ce que la cartographie va dire, ben, s'il y a un nouvel ouvrage de protection, ils vont vouloir que le temps le teste un petit peu. Là. Ils vont vouloir que l'ouvrage fasse ses preuves. Ça va prendre quelques bonnes pluies ou des gels printaniers avant que l'assureur considère que derrière cet ouvrage-là, il devrait considérer ça comme un risque qui est relativement faible. Donc, c'est simplement les précisions que je voulais faire. Je ne serai malheureusement pas là cet après-midi pour participer à la discussion, mais ça vous donne au moins une petite idée à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Donc, notre second panéliste est M. Philippe Paradis, directeur de l'aide financière aux particuliers et aux entreprises au ministère de la Sécurité publique. Philippe Paradis, avec plus de 14 ans d'expérience au ministère de la Sécurité publique, est un expert en aide aux sinistrés. Il a commencé comme analyste des réclamations et est devenu chef d'équipe pour les sinistres majeurs de 2011, 2017 et 2019. Il a joué un rôle clé à Lac-Mégantic après l'accident ferroviaire et dans les entreprises de se relocaliser. En 2019 et 2023, il a coordonné la révision du programme d'aide financière. Donc, je parle de Oui. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux en ligne. Il ne faut pas oublier. Dans le fond, juste ça, je vais vous présenter les grandes lignes du programme, quelle clientèle qu'on couvre, mais je vais vraiment mettre l'accent sur les inondations aujourd'hui. Je vais juste changer de slide. Oh, excuse.
Donc, vraiment, je vais vous parler des principes généraux. À quel moment qu'on peut rendre admissible des sinistrés, hein, c'est quoi la cause qu'on rend admissible? Pierre a bien expliqué les différentes causes de sinistre par rapport à refoulement d'égout et les inondations, mais je vais revenir quand même là-dessus pour faire la distinction pour notre programme. Les dépenses admissibles, et surtout, qu'est-ce qui nous touche là, avec les changements climatiques, c'est les inondations successives. En détail, rentrer comment l'aide financière fonctionne à ce moment-là. Je pense que ça préoccupe beaucoup de personnes en ce moment. Que je vais mettre l'accent là-dessus, vous donner plusieurs exemples aussi à ce niveau-là. Donc, le but du programme, c'est vraiment d'aider financièrement, mais c'est un programme de dernier recours. Donc, c'est sûr qu'on regarde s'il n'y a pas une autre source de financement comme les assurances. Et comme Pierre l'a expliqué tout à l'heure, si c'est généralement souscrit, comme le refoulement d'égout, on l'a vu tout à l'heure, le risque est très est généralement souscrit, généralement offert et abordable. Donc, à ce moment-là, on ne couvre pas, puis je vais avoir un tableau qui va résumer tout ça tout à l'heure. Le but, c'est vraiment d'aider financièrement les gens pour qu'ils se retournent à une vie normale le plus rapidement possible. Puis aujourd'hui, la présentation est vraiment axée sur les inondations et sur les particuliers, résidences principales, les locataires. Mais notre programme couvre les tremblements de terre, couvre les érosions côtières, les submersions côtières, les glissements de terrain. Bref, notre programme est vraiment assez large. Il couvre plusieurs types de sinistres. Et on couvre aussi les bâtiments locatifs, les entreprises, les municipalités qui auraient des dommages et les organismes comme, par exemple, la Croix-Rouge qui vient aider, viennent porter aide et assistance. C'est aussi inclus dans notre programme. Mais aujourd'hui, on met vraiment l'accent sur les particuliers pour le besoin de la cause. Donc, un peu le résumé que Pierre a présenté tout à l'heure avec ses statistiques de 75% qui pouvaient s'assurer pour le refoulement d'égout, par exemple. Je ne reviendrai pas en détail c'est quoi un refoulement d'égout, mais du moment qu'il y a un refoulement d'égout, que l'eau rentre par le drain, par le- la douche, la toilette, c'est généralement souscrit, c'est assurable. Donc, pour nous, c'est pas admissible à notre programme. Pour l'infiltration d'eau, même chose, c'est généralement souscrit, abordable et offert, donc c'est non admissible à notre programme. Par contre, du moment que le cours d'eau touche au terrain, là, on s'est construit une inondation. Du moment que le cours d'eau touche au terrain, que l'eau rentre par refoulement d'égout, que rentre par infiltration, par les fissures des fondations, peu importe la façon que l'eau rentre dans la maison, du moment que le cours d'eau touche au terrain, c'est à ce moment-là que notre programme se met en œuvre et qu'on peut aider financièrement les sinistrés. C'est vraiment le déclencheur, c'est l'eau sur le terrain de la rivière qui déborde, ou du cours d'eau, du lac, peu importe. Ce qu'on a vu aussi avec Pierre, c'est qu'effectivement, l'assurance inondation est de plus en plus offerte, mais dans les zones à haut risque, c'est très peu offert. Puis si je prends juste des statistiques qui sont quand même vieilles de 2019, mais c'est pas si vieux que ça quand même, les gros sinistres qu'on a eu en 2019, sur les 7500 réclamations qu'on a eues, si on exclut Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui était construit non inondable à ce moment-là, c'est moins de 5% des gens qui avaient la couverture d'assurance inondation. Donc, on l'a vu, c'était 200 000 quelques maisons qui étaient à haut risque, mais nous, dans les inondations de 2019, c'est moins de 5% des gens qui avaient l'assurance inondation. Donc, c'est pour ça que le programme est mis en œuvre. Et lorsque ça arrive que des gens, disons le 5% qui ont une assurance, ben, on ne vient pas les pénaliser nécessairement, on vient payer le manque d'assurance, puis je pourrais donner plus de détails tout à l'heure, mais bref, il y a un arrimage qui est fait avec les assurances et nous pour ne pas complètement pénaliser les sinistrés qui auraient d'avenir inondation. Donc, les dépenses admissibles, puis on s'entend, il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est les principales que les gens réclament. On parle de mesures préventives temporaires, donc mettre des sacs de sable pour protéger la résidence, surélever des biens meubles. L'hébergement temporaire, 40 par jour par personne, de la quatrième journée jusqu'à la centième journée, possibilité de prolongation en cas de sinistre majeur. Les biens meubles, on a une liste qui est déjà prévue, une annexe qui prévoit tous les biens meubles qu'on peut rendre admissibles, mais on ne prend pas tous les biens meubles, on s'entend, mais la majorité des biens meubles, on les rend admissibles. Les frais de déménagement entreposage quand c'est nécessaire. Travaux d'urgence, on vient nettoyer, désinfecter, retirer l'eau, disposer de débris, c'est les travaux d'urgence. Et les travaux temporaires, des fois, c'est. Arrive le sinistre, on coupe l'électricité, on doit leur brancher avant de commencer à faire des travaux. Ça fait partie des travaux temporaires. Donc, toutes les dépenses admissibles. Puis, je veux juste faire une distinction. Indemnité et financière, c'est quoi la différence? Indemnité, c'est un concept qu'on a amené en 2019 qui signifie qu'on prouve le dommage et nous, on paye. Il n'y a plus besoin de fournir des factures.
Donc, entre 2007 et 2019, les deux gros sinistres qu'on a eus dernièrement, on a accéléré le traitement de 4 fois. Donc, c'est 4 fois plus rapide de traiter les dossiers maintenant grâce à l'indemnité. OK? Et tous les éléments que vous voyez en haut, c'est tout de l'aide additionnelle qui n'est pas compris dans le 385 000. Donc, quand on dit que le maximum de l'aide financière, c'est 385 000, c'est pour le bâtiment. OK? Et le chemin d'accès. Et si on fait des mesures d'atténuation, c'est compris dans le 385 000 maximum. Mais vous voyez que les dépenses admissibles plus haut, c'est de l'aide additionnelle. C'est même pas compris dans le 385 000. C'est quand même important. Je sais que dans les médias, on véhicule souvent le montant de 385 000, mais il y a de l'aide additionnelle. Et ce qu'on ne dit pas ici, puis la démolition d'un bâtiment, par exemple, dans les exemples que je vais vous donner tout à l'heure, lorsqu'il y a une nécessité de démolir, la démolition aussi, c'est de l'aide additionnelle. C'est pas compris dans le 385 000. Donc, c'est quand même raisonnable. Je trouve que les montants sont calculés en fonction du coût de maison de Québec. Donc, on s'est ajusté au cours des années. Donc, comment ça fonctionne? Exemple, je suis propriétaire d'une résidence principale, j'ai une inondation, j'ai de l'eau sur mon terrain. Nous, on va mandater un expert qui va aller constater les dommages. Depuis 2019, on fait une indemnité par pièce. Au lieu d'avoir une indemnité en fonction du dommage réel, 1000 pieds carrés de gyps, 1000 pieds carrés de peinture, qu'on est en train de tout traiter les factures de combien il y a de gyps sur la facture de Rona, par exemple. On fait plus ça, c'est de l'indemnité par pièce en fonction de la hauteur d'eau. Donc, c'est vraiment simple. On rajoute les équipements, le four septique, le puits, si jamais il y a le chauffe-eau qui est endommagé. C'est en indemnité, c'est même plus de l'aide financière, on constate le dommage et on paye. Donc, dans 80% des cas, c'est le chemin rapide, le fast track. On paye en indemnité ces éléments-là. Donc, une fois qu'on a le constat de dommage, on peut déjà faire une avance de fonds sinistrés. Du moins qu'on a la cause qui est validée que c'est une inondation. Mais le sinistré, une fois que son constat de dommage, il doit aller à la ville, voir si est-ce qu'il y a une réparation possible, est-ce qu'il y a un permis qui est nécessaire pour la reconstruction. Si oui, tant mieux, parfait. Par contre, nous, depuis 2019, on fait le cumul de l'aide financière pour le bâtiment. Donc ça, les prochaines diapositives, c'est entièrement là-dessus avec plusieurs exemples, comment que ça fonctionne. Et sinon, si la ville, avec le constat de dommages, il voit que c'est des dommages majeurs puis que la réglementation en vigueur ne permet pas la reconstruction, à ce moment-là, nous, notre programme permet de payer la démolition, la location de départ qu'on appelle, ou le déplacement de la résidence. Et ça, c'est d'autres mesures, mais c'est ce que je vais vous expliquer dans les prochaines diapositives va s'appliquer aussi à ces cas-là. Donc, il y a beaucoup de choses dans le programme, d'éléments qui permettent l'atténuation des risques. Et dans les prochaines diapositives, c'est justement, on va mettre l'accent là-dessus. Je parle très vite, mais est-ce que c'est correct? Oui? Merci. Il faut avoir les termes aussi, donc. Pense à toi, Mathieu. Donc, les inondations successives, comment ça fonctionne? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 10 avril 2019, depuis notre dernier programme, lorsqu'il y a eu juste avant, en passant, là, les grosses inondations qu'on a eues en 2019, c'est arrivé le 15-16 avril. On a sorti notre programme juste avant, là, le timing était parfait, je vous dirais. Donc, depuis cette date-là, on additionne le montant des dommages qui sont pour le bâtiment. Dans le fond, l'aide financière versée pour le bâtiment, on l'additionne d'année en année. Mais c'est vraiment juste pour le bâtiment. Les mesures préventives, l'hébergement, ça compte pas là-dedans. C'est vraiment pour le bâtiment qu'on fait le cumul. Et là, c'est là qu'on a un seuil à atteindre. Si cumulé ou juste à une reprise, on atteint la limite qui est de 162 500 ou 50% du coût neuf, c'est à ce moment-là que le sinistré doit faire un choix. Puis le coût neuf, juste une petite précision, c'est pas les versions municipales. Les versions municipales, vous pourriez me dire, c'est super facile, pourquoi vous ne prenez pas ce montant-là? Tout le monde s'est connu de tout le monde, le coût neuf, c'est pas connu. En fait, c'est une question que le coût neuf est plus élevé que les versions municipales. Le coût neuf, c'est le montant que ça coûterait rebâtir le bâtiment aujourd'hui, actualisé. C'est pas précis, mais c'est plus généreux que la version municipale, puis c'est la raison pourquoi on utilise ce montant-là, pour avoir un incitatif de plus pour que les gens prennent des mesures d'atténuation. C'est calculé comment? C'est sur une fiche technique faite souvent par la MRC, un évaluateur qui passe. C'est ce qui est mis dans la fiche d'évaluation. Oui, c'est la base de la version municipale est basée sur la fiche technique, mais la fiche technique n'est pas connue du public. C'est ça l'enjeu qu'on a. Par contre, c'est plus généreux que les versions municipales. Oui, c'est ça.
Donc, si le seuil est atteint, le moindre des deux, soit 162 500 ou 50 du coût neuf, c'est à ce moment-là que le sinistre doit faire un choix entre la réparation, que je ne vous voyez pas là, mais je vais revenir, l'allocation de départ, le déplacement et l'immunisation de la résidence. L'immunisation, on s'entend, c'est, on regarde les 100 dernières années, le niveau d'eau atteint le plus haut, et on met les fondations, en fait, les ouvertures, les fenêtres, les portes, 30 cm au-dessus du seuil le plus élevé atteint dans les 100 dernières années. Et on met souvent des fondations, du béton armé, plus épais, pour être résistant aux cours d'eau, aux forces de l'eau. Et souvent, on met une membrane aussi autour des fondations. Bref, je ne ferai pas un cours d'immunisation aujourd'hui, mais c'est le principe de base de l'immunisation, c'est d'éviter que l'eau rentre dans la maison le plus possible. Donc, le sinistré, c'est un choix. Il peut choisir des mesures d'atténuation en fonction du seuil lorsqu'il est atteint, mais il peut aussi dire non, je décide de rester sur place, j'accepte le risque et je veux continuer à habiter dans ma maison. C'est son choix, mais nous, à ce moment-là, on considère qu'il accepte le risque. Et s'il y a d'autres inondations dans le futur, il n'y aura plus droit de l'aide financière pour sa résidence. Par contre, on a laissé une porte ouverte pour l'hébergement parce que l'hébergement, on le paye en premier recours, pas seulement en dernier recours. Donc, même si une assurance peut payer l'hébergement, nous, notre programme, on peut le couvrir en premier recours. On peut avoir une double indemnisation à ce moment-là seulement parce qu'on ne veut pas commencer à vérifier s'il est hébergé ou pas par, est payé par quelqu'un. On veut être sûr que la personne est en sécurité et on peut payer pour l'hébergement à ce moment-là. Et les mesures préventives, on veut s'assurer que même si on ne paie plus pour le bâtiment, mais au moins qu'on y verse une indemnité par jour pour pouvoir protéger son bâtiment à ce moment-là. Et là, je vais vous donner plusieurs exemples de comment ça fonctionne. Euh, on va passer un peu de la théorie à la pratique sur si j'ai atteint ou pas le seuil. Donc, dans l'exemple, si, exemple, j'ai une maison qui vaut 340 000, le coût neuf, on parle encore du coût neuf, 340 000, j'ai un terrain qui vaut 45 000. Ça, c'est pour l'exemple, OK, pour arriver à 385 000, mais le terrain pourrait valoir 200 000, le bâtiment 200 000, puis on pourrait quand même verser le maximum, OK? Le terrain n'est pas limité aux 45 000 dans le futur. C'est juste un exemple aujourd'hui qu'on a le 45 000. Donc, en 2019, après le 10 avril, il y a déjà un montant versé de 75 000 pour la résidence. Deuxième inondation, 50 000. Donc, on est rendu à 125 000 de versés pour le bâtiment. On n'a pas atteint le seuil de 50 du coût neuf, parce que le coût neuf est à 340, divisé en deux, ça fait 170. Et on n'a pas atteint 162 500 non plus en 2022. Donc, on peut continuer à payer pour les réparations du bâtiment. Il n'y a pas de problème. Arrive 2025, un nouveau sinistre. Là, avec les 42 500, on dépasse le seuil de 162 500. On atteint 167 000. Donc, c'est à ce moment-là que le sinistré doit faire un choix. Est-ce qu'il prend des mesures d'atténuation ou il accepte le risque? Donc, si, exemple, il prend l'allocation de départ, on s'entend, il y a eu 42 500 de dommages. Le programme, ce qui permet, c'est de verser 100 du coût neuf, donc 340 000. Et s'il y a cession de terrain, parce qu'il n'est pas obligé de céder son terrain, c'est un choix. Donc, s'il décide de céder son terrain, il faut 45 000 dans cet exemple-là, on peut aller atteindre le 385 000 de verser, même s'il y avait juste 42 500 de dommages. Donc, c'est un incitatif pour que les gens quittent. Là, vous allez me dire, oui, mais Phil, si il y avait une maison à 1 million, il ne démolirait pas avec 385 000. Vous avez entièrement raison. Par contre, il y a d'autres options. Il peut déplacer sa résidence. C'est sûr qu'il y a une complexité. Il faut qu'il y ait un terrain à proximité parce que si le terrain il est loin, déplacer des poteaux électriques, fermer la route ou avoir la signalisation, c'est complexe. OK? Les déplacements, on en a un cas par année à peu près. C'est très rare que les gens prennent cette option-là, mais impossible au programme. Donc, il y a des dommages de 42 500 et on ajoute les frais de déplacement. 100%. OK? On paye les déplacements avec deux soumissions. On demande deux soumissions minimum. On va payer la moins chère des deux, du moment qui est raisonnable, et on fait la somme sans dépasser le coût neuf. Et on peut verser, dans cet exemple-ci, 385 000 Donc, pour une maison à 1 million, déplacer, c'est peut-être possible. Mais si elle est faite avec plusieurs annexes et que le terrain est très loin, ça se peut que ça ne soit pas suffisant. Mais normalement, si un terrain est proche, c'est possible. Et il reste l'option de l'immunisation.
Donc, la fameuse maison à 1 million, ben là, à ce moment-là, ça peut être rentable de vouloir l'immuniser. Dans notre exemple, on a 42 500 dollars de dommages. On rajoute 90% des frais raisonnables pour immuniser la résidence. Donc, la surélever, enlever les anciennes fondations, remettre des nouvelles fondations immunisées plus hautes en fonction de la cote centenaire et sans dépasser le montant du coût neuf de 340 000 dollars. Donc, une maison qui vaut plus cher que notre exemple pourrait être avantageux à prendre cette option-là parce qu'immuniser une résidence, ce montant-là, en tout cas, à la date, jusque toutes les immunisations qu'on a faites dans les dernières années, c'est suffisant le montant. Et on n'a jamais eu de cas qui était supérieur à ça. Donc, notre montant, bien que c'est pas parfait pour les maisons qui valent cher, mais il y a quand même des options qui sont possibles. Et finalement, ben, encore une fois, je répète, mais si le citoyen, après 3 inondations, puis ça répète après une récurrence, OK? Du moment que le seuil est atteint, s'il accepte le risque puis décide de réparer, on n'est pas limité à 162 500 cumulés. Là, dans l'exemple, c'est 167 500. On peut verser le 42 500 et à ce moment-là, c'est la dernière fois qu'on paye pour le bâtiment. On juge qu'il accepte le risque et dans le futur, hébergement et mesures préventives seulement qu'on va pouvoir payer. Est-ce que c'était clair? Bref, c'était ma dernière slide. Et si vous voulez, toute l'information que j'ai donnée, on a fait des aides mémoire. On a un PowerPoint narré de 17-18 minutes sur le site québec.ca. On a beaucoup d'outils en ligne sur le québec.ca, aide-sinistre. Donc, ça va, si vous voulez plus d'informations, tout est en ligne. Ouais, merci beaucoup. Donc, notre troisième panéliste est M. Alain Lessard. Donc, depuis janvier 2020, Alain Lessard est consultant exécutif pour Intact. À ce titre, il travaille avec le BAC Canada et le gouvernement fédéral sur 3 dossiers principaux: les changements climatiques, l'assurance inondation et les tremblements de terre. Il est particulièrement impliqué depuis 2017 sur la création d'un programme national d'assurance inondation pour les propriétés à haut risque. Auparavant, il était vice-président principal assurance des entreprises pour Intact, responsable de la stratégie au Canada. L'actuaire de formation, il a gradué de l'Université Laval en 1982. Au cours de sa carrière, il a occupé différents postes pour plusieurs compagnies, notamment AXA et... Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Alors, on m'a demandé de vous parler un peu du rôle du gouvernement fédéral. Malheureusement, avec les élections, il était en blackout. Il ne pouvait pas venir vous parler. Ça fait qu'on a décidé de prendre un assureur pour remplacer le gouvernement. Fait que je vais faire du mieux que je peux pour vous donner un peu une idée de c'est quoi le rôle du gouvernement fédéral. C'est moi qui est très impliqué quand même dans Oui, c'est pour ça que j'allais le dire. C'est celle-là ici? Oui, c'est bon, excellent. Alors, historiquement, le rôle du gouvernement fédéral, c'est fondamentalement un rôle d'appui financier aux provinces. Pas un rôle d'appui financier aux citoyens ou quoi que ce soit, mais vraiment un rôle d'appui financier uniquement aux provinces. Okay? L'idée, c'est qu'il rembourse les frais que les programmes d'aide des provinces offrent aux citoyens. Il les rembourse selon différents barèmes. Fondamentalement, là, pour vous donner une idée, là, je l'ai pris simple, mais ça marche par un montant par habitant. C'était aux alentours de 5 par habitant. Donc, tous les frais au-delà de 5 par habitant sont remboursés à 90 par le gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment l'idée d'un partage de coûts à travers les provinces pour faire en sorte qu'une province ou un événement local soit partagé à l'ensemble de la Fédération canadienne. Et ça, c'est la partie historique. Ça vise fondamentalement les individus, les PME et les infrastructures, puis ça vise ce qu'on peut appeler les biens ou l'aide essentielle. Et on va parler de la résidence principale, pas de la résidence secondaire. On va parler de biens essentiels. On va exclure tout ce qui s'appelle biens de luxe, bijoux, fourrures, mais même les documents, les articles de sport et ainsi de suite. Donc, le gouvernement va rembourser, peu importe ce que la province fait, ça, c'est le genre de dépenses que le gouvernement fédéral va rembourser. OK? Et c'est un programme qui est basé strictement sur on remplace, on n'améliore pas. Donc, il n'y a pas de notion de Build Back Better en français. Je pense qu'on dirait rebâtir mieux. OK? Il y a
peu d'incitatifs à mitiger le risque ou à réduire ou atténuer le risque. On fait juste restaurer, puis on revient dans l'état essentiel où on était pour la situation principale, pour les biens essentiels. Ça, c'est le programme qui existait jusqu'en avril cette année. Je vais revenir un peu plus comment il a changé. Il a changé, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup plus de pertes. Je pense que Pierre vous l'a montré. Là, on voit la courbe des pertes qui augmente. Okay? Je dirais que le premier réveil pour le gouvernement fédéral, ça a été les inondations de Calgary en 2013. Ces inondations-là ont coûté d'à peu près 6 milliards, dont environ 3 milliards au gouvernement fédéral. À cette époque-là, pour vous dire un peu une idée, là, le gouvernement fédéral met 100 millions de côté par année pour les accords d'aide financière en cas de catastrophe. Donc, en une seule catastrophe, ils viennent de prendre 30 fois le montant qu'ils mettent annuellement de côté pour payer la totalité des aides. Ça a été comme un peu un gros, vraiment un gros réveil. Mais c'est des chiffres, c'est sur du papier. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Puis malheureusement, on est humain, c'est les émotions qui nous font bouger. L'autre événement qui a vraiment frappé fort, c'est les inondations de 2016-2017 dans l'ouest du Québec, Gatineau et Ottawa. Et là, c'est les inondations dans la cour arrière du Parlement. Et là, tout d'un coup, tous les parlementaires vivent la situation, la difficulté avec ça. Et ça a coûté moins cher, mais ça a eu plus d'impact émotif. Et à partir de ce moment-là, là, il y a dit un réveil, mais là, il faut qu'on fasse de quoi? Il faut qu'on regarde un peu comment on gère les inondations. Et là, ils ont commencé vraiment des réflexions. OK, en 2017, écoutez, moi, c'était la première fois que j'assistais à une table ronde gouvernementale. Je n'avais jamais vu ça. Mais vous allez expliquer pourquoi c'est compliqué de gérer les inondations, là. La table ronde, on était 75 à l'entour de la table ronde, mais il y avait une deuxième rangée en arrière. Ce qui fait qu'il y avait à peu près 100 personnes pour essayer de prendre des décisions puis d'explorer. Vraiment, pour moi, ça a été un réveil aussi de la complexité du fonctionnement gouvernemental. Donc, à partir de là, il y a des idées qui sont sorties. Il y a une première recommandation qui sort en 2019 qui dit, bien, il faudrait peut-être accroître la sensibilité au risque d'inondation. Là, on vient de se réaliser que c'est un vrai risque. Il faut être capable de mieux le déterminer, de mieux le mesurer. Il faudrait vraiment le réduire dans le temps. OK, ça serait une bonne idée. Puis peut-être qu'on devrait explorer la mise en place d'un partenariat public-privé, d'un programme national d'inondation pour les propriétés à haut risque qui coûterait pas cher. OK? Donc, ça, les travaux ont continué de 2019 jusqu'à 2022. Et en 2022, il y a un rapport très fouillé qui est sorti sur le résultat de l'inondation, qui est disponible sur le site de Sécurité publique Canada, auquel les équipes de Mathieu ont fortement contribué. Alors, c'est quoi les premiers constats? C'est le risque d'inondation, il va continuer à croître. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflation, parce que la population est en croissance, l'urbanisation change énormément, puis en plus, il y a les changements climatiques. On parle souvent des changements climatiques, mais la partie urbanisation est une très forte contribution au risque d'inondation. Okay? Moi, quand j'étais jeune, on bâtissait des petites maisons sur des grands terrains. Aujourd'hui, on bâtit des grandes maisons sur des petits terrains. Okay? Je jouais au hockey dans le sous-sol. Là, je ne pouvais pas dire mes enfants, je vais être obligé de dire mon petit-fils, que je ne vois pas mon petit-fils venir jouer au hockey dans le sous-sol, ça ne marchera pas, parce qu'il est fini, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça contribue fortement au risque d'inondation. L'assurance n'est pas toujours disponible, elle n'est pas toujours claire. Je pense que Pierre et Patrick ont bien expliqué la difficulté de voir comment l'eau rentre dans une maison, comment tu fais une couverture d'assurance. C'est assez compliqué, puis ce n'est pas disponible pour tout le monde. Okay? Les incitatifs sont mal alignés. Okay? Moi, mon exemple que je prends toujours, malheureusement, c'est les municipalités, mais je les comprends. Les municipalités, la seule façon qu'ils peuvent se financer, c'est en augmentant leur base de taxes municipales. C'est quoi les plus beaux terrains que tout le monde veut? C'est ceux qui sont sur le bord de l'eau, qui sont bien situés. Mais quand tu fais ça, tu augmentes le risque d'inondation, qui est au final payé par le gouvernement provincial ou fédéral. Donc, on a une situation un peu compliquée, mais ils n'ont pas beaucoup de solutions par rapport à ça. Et quand il arrive une inondation, la coordination du monde, les ONG,
la Croix-Rouge, les gouvernements fédéraux, provinciaux, les assureurs. C'est assez complexe à faire. Si on continue, on s'est dit, c'est bien beau un programme national d'inondation, mais si on veut que ça marche, ça prend une couple d'éléments clairs. Un, il faut avoir une cartographie précise. OK? Et à l'époque, là, on est en 2022, là, la cartographie, c'est un mélange de toutes sortes d'affaires à travers le Canada. Il y a même des endroits, les cartes sont rien que sur papier. Ça fait que si tu veux savoir si tu es dans une zone inondable ou non, il faut que tu ailles au gouvernement et regarder une carte papier. Il faut que le public soit sensible à ça. Il faut que le public comprenne c'est quoi le risque d'inondation. Il faut repenser les aides financières parce que si tu peux être assuré par le gouvernement pour rien avec les aides financières, ben, tu n'as pas d'incitatif à t'assurer auprès de ton assureur ou du gouvernement. Puis, à long terme, si on veut que ça marche, il va falloir atténuer le risque, le réduire. Donc, c'est quoi les constats du rapport par rapport à ça? Beaucoup de travail a été fait sur la quantification. Je pense que Bernard t'a montré un peu les éléments qui étaient importants, là. Mais écoutez, en partant, là, il n'y avait même pas de liste des bâtiments qui existaient au Canada avec une adresse ou même un endroit où ils sont. Fait que si tu veux mesurer l'inondation, puis tu ne sais pas où sont tes bâtiments, fait qu'il a fallu que le gouvernement investisse beaucoup pour créer une première mesure de l'exposition. On parle d'à peu près 15 millions. Il a fallu créer une cartographie unifiée à travers le Canada. OK? Et la partie probablement encore aujourd'hui, à mon avis, la plus difficile, c'est de dire c'est quoi les dommages au bâtiment et au contenu quand il y a une inondation qui met 2 pieds d'eau ou qui met 3 pieds d'eau. C'est quoi la courbe de dommages? Et ça, il y a très, très peu de données scientifiques qui existent. OK? Il y a quelques modèles qui existent ici et là. Donc, à partir de tous ces éléments-là, ils ont créé une première mesure du risque d'inondation et on pense que ça coûterait, à cette époque-là, 3 milliards de dollars par année, l'ensemble des inondations. Ici, on ne parle pas de la facture du gouvernement ou de la facture des assureurs ou quoi que ce soit. On parle de la facture totale. OK? Ce chiffre, c'est un modèle. OK? Et malheureusement, encore aujourd'hui, essayer de comparer le modèle à la réalité, c'est difficile parce qu'avoir les chiffres de la réalité, c'est compliqué. OK? Les chiffres des assureurs sont publiés assez rapidement. Les chiffres du gouvernement fédéral finissent par être disponibles, mais généralement avec 4-5 ans, si ce n'est pas plus de retard. Et les chiffres provinciaux, bien là, dépendamment de quelle province, c'est un melting pot un peu. Donc, encore aujourd'hui, on a de la difficulté à voir est-ce que ce modèle-là est réaliste ou non. Depuis le temps, il a été réajusté. Okay? Aujourd'hui, on parle plus de 1,5 milliard annuellement pour les inondations plutôt que 3 milliards. Mais encore aujourd'hui, je vous dirais que la crédibilité de ce chiffre-là a besoin d'être améliorée. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que c'est très, là, je ne sais pas comment dire le terme en français, skewed. C'est très concentration. Le 1% pire, c'est 35% des risques, puis le 10% pire, c'est à peu près 90% du risque. Donc, vraiment, on est dans une situation très, très concentrée. Et ça, c'est l'ensemble. C'est à partir de là qu'on dit c'est quoi qu'on peut faire comme programme fédéral pour les inondations des propriétés à haut risque. Le gouvernement a évalué 4 modèles. OK? 4 modèles de façon de faire un partenariat public-privé. OK? Et ils ont été évalués sur 6 critères. Les critères, c'est quoi qu'ils recherchaient? Ils cherchaient une situation où ça serait adéquat et prévisible pour les assurés, pour les clients, pour les citoyens. Adéquat et prévisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque est bien compris des gens, facile à expliquer. OK? Et en plus de ça, que les montants sont suffisants pour que suite à une inondation, les personnes puissent être remises dans un état normal, équivalent à celui qu'ils avaient avant l'inondation. Donc, il faut que les montants d'assurance soient suffisants. Il faut qu'au final, ça incite à réduire le risque, parce que si ça n'incite pas à réduire le risque, on va rester où on est, puis on ne bâtit pas de résilience. Il faut que ça soit abordable, parce que si ça coûte trop cher, les gens n'embarqueront pas, puis ils n'auront pas les moyens de le payer, donc on revient à la même chose. Il faut que ça soit disponible, donc il faut que tout le monde puisse être assuré, il faut que ça soit disponible à l'ensemble de la population. Il faut inciter la plus forte participation, parce que si les gens ne participent pas, on revient à une situation d'un laisser-faire. Et il faut que ça soit un bon raccord qualité-prix.
Quand on parle de rapport qualité-prix, on parle de rapport qualité-prix pour la société, pour le gouvernement, plus que pour l'individu. Ce que les modèles avaient en commun, c'est qu'ils étaient tous une situation de partenariat public-privé où les assureurs distribuent le produit, règlent les sinistres, parce qu'on a une force de règlement de sinistres à travers le Canada très forte. On a la capacité de distribuer le produit. Le gouvernement absorbait le risque financier et la notion de subsidy. Je travaille plus souvent en anglais qu'en français. De subvention. Merci beaucoup. OK. Tout ça passait par la création d'une société de la couronne qui réassurait les compagnies d'assurance. Et ça excluait le refoulement d'égouts, mais ça couvrait ce qu'on appelle l'inondation pluviale. Donc, l'idée, c'est une police qui couvre l'inondation pluviale, fluviale et côtière. Les différences, c'était au niveau de la tarification, au niveau du partage de risques entre les assureurs et les gouvernements, okay, et la notion de participation de offres facultatives ou obligatoires. Au final, il n'y a pas un modèle qui a passé la cote à 100% pour dire c'est celui-là qu'on va mettre en place. Donc, il a fallu continuer les travaux. Et où on en est aujourd'hui? Alors, pour continuer les travaux, dans le budget 2023, le gouvernement fédéral a alloué un montant de tout près de 32 millions pour mettre en place un programme d'assurance pour les propriétés à haut risque d'inondation à un faible coût. Et ce montant-là est alloué à la Sécurité publique Canada, à la Société d'hypothèque et de logement et à Finance Canada. En 2024, ils ont rajouté 15 millions à la Société d'hypothèque et de logement pour la création d'un réassureur qui serait l'entité qui porterait le risque financier auprès des assureurs. Et en 2025, il n'y a pas eu de budget. On est allé en élection. Okay? Et ce qu'on sait, c'est que dans la plateforme électorale aujourd'hui du gouvernement fédéral libéral, dans leur plateforme électorale, ils ont alloué 450 millions sur 3 ou 5 ans de mémoire pour la mise en place et le support financier du programme d'assurance inondation pour les propriétés à haut risque, ainsi que la création d'un portail pour vraiment permettre aux citoyens d'apprécier le risque. Donc, la volonté politique est là. Il me reste 2 slides. J'espère que je suis dans les temps. Fait que ce qui est clair, c'est que ça va être géré par une société de la couronne qui va se rapporter à la SCHL. Ce qui est clair dans la volonté politique, c'est qu'il y a un programme d'assurance pour les propriétés à haut risque et un programme de subvention. Pourquoi ils séparent ça en deux? C'est parce que les argents ne viennent pas nécessairement des mêmes endroits. OK? C'est un partenariat public-privé assureur. Privé, les assureurs distribuent règles et sinistres. Le gouvernement supporte le risque financier avec un partage de coûts entre les différents niveaux du gouvernement. OK? Mais ce qui est tout à définir, c'est quoi le produit? C'est quoi la limite d'assurance? C'est quoi le franchise? Combien les gens vont payer? Comment ça va fonctionner opérationnellement parlant? Mais on veut tout mettre ça en place pour avril 2026 dans la plateforme électorale. Si on le réussit, moi, je vais ouvrir le champagne pour beaucoup de monde parce que vraiment, c'est beaucoup d'efforts à faire dans les prochains mois. Mais, entre-temps, les accords d'aide financière en cas de catastrophe, eux autres ont été modifiés pour fondamentalement introduire une importante notion d'incitatif à atténuer le risque et à réduire le risque. Donc, ce qu'on a changé, c'est qu'on a créé 5 volets. Là, il n'y a plus d'escalade. À partir du moment où tu es en haut de 3,84 par habitant, donc au Québec, on parle d'à peu près 35 millions. À partir du moment où une catastrophe coûte au Québec plus que 35 millions, l'excédent de 35 millions va être remboursé entre 70 et 90 %, dépendamment de la situation. Les volets, c'est quoi? C'est le premier volet intervention. Ça, c'est l'aide mise en place, distribuer des sacs de sable par la sécurité. Ça, c'est remboursé à 80%. Toute la partie restauration des logements, des PME, remplacée à 70%. La restauration des infrastructures aussi à 70%. Les activités de secours, l'aide psychologique, les médicaments, tout ce volet-là remboursé à 90%. Et on crée un nouveau volet qui est
l'incitation à réduire le risque et l'atténuation des catastrophes. Et là, pour tous les efforts pour les zones à haut risque, c'est remboursé à 90%. Et pour les zones à faible risque ou moyen risque, 50%. Et là, on parle de digues, on parle de relocalisation, on parle d'événements comme ça. Donc, ils ont vraiment eu un constat de dire notre programme actuellement n'est pas bien pour la partie résilience à long terme, atténuer les risques. Donc, ils ont créé un nouveau volet dans les ARFC. Ça, c'est entré en vigueur le 1er avril 2025. OK? Je pense qu'on n'a pas encore dans l'opérationnalisation de ce volet-là, mais il y a vraiment une volonté politique de repenser à améliorer le risque et à bâtir mieux pour le futur. Sur ça, merci beaucoup. Donc, j'invite les conférenciers, donc on va prendre place en avant pour quelques échanges, puis on va prendre des questions ensuite vers la fin. Donc, Hélène, si tu peux m'aider, peut-être 5 minutes, 5 ou 10 minutes avant midi là, pour prendre les questions. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour vos présentations qui nous ont permis de mieux comprendre l'état des lieux là, en matière d'indemnisation et d'aide financière là, au Québec et au Canada. Donc, j'ai préparé quelques questions qui pourraient être d'intérêt, je pense, pour nous tous. Et comme je dis, on va passer ensuite aux questions d'audience. Donc, Pierre, dans ta présentation, la première présentation, tu as montré dans en fait, assez rapidement, hein, dans la diapo numéro 2, qu'il y a une tendance assez forte, assez lourde, là, donc en termes de hausse des pertes assurées depuis 1990, même si les pertes étaient ajustées. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans le fond, c'est quoi les principaux facteurs qui expliquent cette hausse hein, qu'on observe? Bien sûr, il y en a énormément. C'est sûr que on peut parler d'inflation. C'est sûr que j'ai parlé de l'ouragan ou la tempête post-tropicale Debby, 85 000 réclamations ou 75 000 réclamations dans moyenne 30 000 on est dans les milliards assez rapidement. Puis j'ai aussi fait allusion, dans certaines années, on voit beaucoup beaucoup d'événements à 100 millions, 200 millions, ça finit par faire s'accumuler. Mais on commence à voir l'été dernier ces 4 événements à l'intérieur de 6 semaines au Canada qui ont monté la facture à 9 milliards. Donc, euh, les événements météo sont plus fréquents, puis ils sont plus sévères. Donc, donc on en voit de plus en plus. Les systèmes se déplacent plus lentement au-dessus des régions, ils déversent plus d'eau. On imperméabilise les sols, hein, on remplace le gazon par le pavé uni, on veut on offre à l'eau des façons de voyager beaucoup plus loin pour aller chercher des sous-sols à infiltrer. Donc, il y a énormément de facteurs. On s'approprie nos sous-sols, on fait des cinémas maison, on a la cave à vin, tout ça est là. Donc, c'est toutes des choses qui font que le coût des sinistres, des sinistres augmente. Et si en plus la fréquence des sinistres augmente, ben là, on arrive avec des factures astronomiques. Puis la tendance est effectivement lourde. Il y a il y a des pauses, on peut avoir une année plus tranquille, mais la tendance est quand même beaucoup à la hausse. Merci. Philippe, tantôt, tu avais mentionné que c'était possible, là, dans le fond, dans le fond, d'indemnité en assurance inondation et aussi d'aller chercher une aide financière là, quand la couverture est insuffisante. Donc, la question est pour vous deux, là, Pierre et Philippe. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu concrètement comment ça fonctionne, là, c'est l'arrimage entre l'assurance inondation pour le débordement de cours d'eau sur le marché privé et le programme d'aide financière du gouvernement? Je peux commencer peut-être. Je vous ai mentionné les avenants qu'on fait ajouter à notre police d'assurance. La plupart, il y a certains avenants, comme l'eau au-dessus du sol. Si l'eau rentre par le toit, vous avez cet avenant-là.
Les dommages peuvent aller jusqu'à la valeur assurable de votre résidence. Autrement dit, si l'assureur jugeait que la valeur de reconstruction de votre maison, c'est 700 000, ben, on peut aller jusqu'à ce montant-là en dommages. Les avenants qui sont plus de surface, inondation, refoulement d'égouts, il y a des limites. La moyenne, c'est généralement entre 30 et 40 000 de limite. Donc, si on a des dommages qui coûtent plus cher que ça, bien, la couverture arrête. Vous recevez un chèque de votre assureur, puis vous absorbez le reste. Lorsqu'on parle d'inondation, c'est le même principe, mais avec l'arrimage, c'est que si vous avez atteint votre limite, l'assureur privé est le premier payant. Vous avez 50 000 de protection contre les inondations, vous avez 100 000 de dommages, bien, votre assureur va couvrir les premiers. C'est-à-dire, si vous avez 40 000 de dommages, vous avez 50 000 de protection, votre assureur va tout payer. Vous n'aurez jamais à parler au ministère de la Sécurité publique. Mais si vos dommages dépassent votre montant de couverture, c'est là que le ministère intervient. L'assureur va payer des choses qui ne seraient pas nécessairement couvertes par le programme pour laisser, comme Philippe le mentionnait, la latitude au gouvernement pour pas vous pénaliser parce que vous avez de l'assurance, puis votre voisin n'en a pas, puis pourtant vous recevez le même montant à la fin de la journée. Ça ne serait pas équitable, ce ne serait pas d'incitatif à être assuré, comme Philippe le mentionnait. Puis après ça, ben, les gens du ministère entrent chez vous, puis je te laisse expliquer un peu ce qui se passe à partir de ce moment. Effectivement, la première chose, on regarde sa police d'assurance si le sinistré avait une couverture ou pas. Et si, exemple, il y avait l'avenant pour 20 000 et une franchise de 1 000. Donc, nous, la franchise, on ne la rend pas admissible. Donc, on considère que c'est 21 000 qu'il reçoit de sa compagnie d'assurance. S'il y a un dommage de 30 000 ben 30 000 moins 21, ça nous reste 9 000 qu'on peut payer, dépendamment. Mais ce qu'on essaie de faire aussi, c'est on encourage les gens à s'assurer. Et au lieu de dire qu'on paye juste 9 000, on pourrait dire, on essaie, on demande aux sinistrés de produire une liste d'éléments qui sont non admissibles dans le programme. Je donne un exemple d'un barbecue, d'un mobilier extérieur, que c'est pas admissible dans notre programme, un vélo, par exemple, qui serait parti dans l'eau à l'inondation. Ben, on y fait produire une liste d'éléments non admissibles à notre programme, puis on l'applique en priorité le montant reçu d'assurance, on l'applique sur ces éléments-là. Donc, si, exemple, il y avait une collection de thèmes à 5 000 puis il reçoit 21 000 avec la franchise, ben, on ne considère pas qu'il a reçu 21 000, on va considérer qu'il a reçu 16 000. Le 21 000 moins le 5 000 de collection. Donc, on va soustraire le 30 000 de dommages moins 16 000. On va verser 14 000 au lieu de verser 9 000. Donc, on encourage les gens à s'assurer. Le programme actuel, c'est ce qu'on fait. C'est sûr que s'il y a une assurance inondation dans le futur, c'est sûr qu'il va falloir revoir nos façons de faire, il va falloir réanalyser la situation. Mais actuellement, c'est ce qu'on fait. Ouais, justement, on va en parler du programme canadien d'assurance inondation. Donc, Alain t'a mentionné que, justement, avec la récente élection, là, le programme canadien d'assurance inondation pourrait voir le jour en avril 2026. Donc, si tout se passe bien. Donc, ma question est pour Alain et Pierre, en fait. Donc, quels sont les obstacles actuellement par rapport... donc, quels sont les obstacles actuels à la création du programme et à son opérationnalisation? Moi, je veux te dire, le premier obstacle, c'est le diable, parce que le diable est dans les détails, puis c'est le détail qui reste à finaliser. OK? Et ça ne sera pas une finalisation simple, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'intervenants. Parce que si on veut que les programmes de subvention soient partagés, gouvernement fédéral, gouvernement provincial, ce qui est sûr qu'il y a la volonté du gouvernement fédéral, bien là, on commence les discussions. Puis là, on commence les discussions à plusieurs alentours de la table, et ainsi de suite. OK? Il faut s'entendre sur les paramètres, il faut s'entendre un peu sur comment tout ça va être payé. Puis après ça, je passe sous silence toute la partie informatique à mettre en place pour être capable de suivre les données, de circuler ça et ainsi de suite. Donc, pour moi, tous ces détails-là, là, c'est vraiment la partie qui va demander beaucoup de travail. À partir du moment où la volonté politique est là, je pense que ça va avancer. La question, c'est ça va avancer à quel rythme, OK, et quand est-ce que ça va voir le jour. Ça, pour moi, c'est un des éléments, ou en tout cas les plus difficiles à régler au moment où on se parle. Ben, il y a beaucoup de choses aussi. Puis quand l'industrie, dès le début, s'est montrée volontaire à participer aux travaux, puis après ça, à prendre
finalement une partie du risque, parce que oui, le gouvernement va agir fédéral va agir comme réassureur, mais il y a quand même une partie du risque qui va être assumée par les assureurs. Puis maintenant, à partir de ce moment-là aussi par les citoyens. Donc, qu'est-ce qui va être une prime abordable? Qu'est-ce qui mérite subvention? Est-ce que la province, ça va coûter tellement cher en subvention qui est aussi bien juste de garder le statu quo. Il y a il y a beaucoup de décisions qui vont devoir être prises. Mais c'est sûr que l'industrie, l'avantage qu'on voit dans tout ça, c'est que ça peut libérer des fonds au niveau fédéral qui pourraient servir à l'atténuation des risques. C'est pas fédéral, vous allez économiser 2 milliards par année, mettez-le dans vos poches. C'est aider les communautés à devenir plus résilientes. Le but, c'est pas de créer un programme qui va juste inciter les gens à rester sur le bord des cours d'eau qui débordent à répétition. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Ouais. Beaucoup de réflexion. Si on y va à un plus haut niveau, il y a quand même un élément clair, c'est qu'aujourd'hui, les propriétés à haut risque d'inondation, ben, ils sont assurés gratuitement parce qu'ils sont assurés par les programmes provinciaux, donc remboursés par le fédéral, et tout ça vient des fonds communs, là, des impôts, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une assurance gratuite. À partir du moment où on met une prime, si petite soit-elle, on rentre un élément supplémentaire dans le système, une nouvelle source de financement dans le système. OK? Puis il faut vraiment bien l'organiser pour que les incitatifs s'alignent, pour qu'au bout du compte, avec le temps, le risque diminue graduellement, ce qui va être quand même assez long. OK? Mais il y a une logique en arrière de ça, mais c'est compliqué à mettre beaucoup de monde ensemble, puis à tout travailler, puis ramener dans la même direction pour que tout le monde y trouve son compte. Puis, puisque le programme d'assurance inondation au niveau fédéral pourrait affecter, voire remplacer en grande partie le PGAF, Philippe, comment on voit, en fait, comment le MSP entrevoit l'avenue du programme canadien d'assurance inondation? C'est sûr qu'en ce moment, on collabore à ces travaux-là. Un de mes collègues là, qui est sur le comité, puis c'est sûr qu'on a une entente de confidentialité, donc on ne veut pas nécessairement parler des enjeux puis de tout ça, mais quand même, Alain et Pierre l'ont bien dit, il faut que ça reste abordable. Tu sais, je donne l'exemple de l'assurance pour le refund d'égout. Elle est accessible, elle est abordable. On parle de 75% qui l'ont, mais quand même 25% qui ne l'ont pas pris. Puis si on regarde les locataires, c'est plus de 40%, dépendamment de la région, entre 40 et 50% qui ne la prennent pas, malgré que c'est déjà abordable. Donc, c'est sûr que pour l'assurance inondation, il faut que ça reste très abordable parce que déjà, celle qui est abordable, la refund d'égout, il y a déjà un manque, quoi. Fait que c'est sûr qu'il faut analyser cette situation-là. Pourquoi que les gens s'assurent pas? C'est une méconnaissance du risque? Est-ce que c'est une méconnaissance? C'est-tu des nouveaux arrivants qui sont pas au courant qu'ils doivent s'assurer? Bref, il y a plusieurs éléments à analyser. Mais il faut que ça reste abordable. Il faut que le taux de substitution soit quand même très élevé pour que ça. Puis il faut surtout que ça ne mette pas un frein à toutes les mesures d'atténuation qu'on a mis en place dans les dernières années. Alain, tu l'as si bien dit, mais tu sais, c'est la dualité entre avoir une assurance abordable et ne pas arrêter de faire des mesures d'atténuation. Justement, parlons-en de la réduction du risque, là. Donc, Alain, tu en as quand même parlé brièvement, là, de la refonte des AFCC. Donc, tu nous expliques un petit peu plus en détail comment ça pourrait encourager la réduction du risque? Ben, tout le volet 5, là, il se décline dans. Là, il faut que j'aille de mémoire, mais il se décline en plusieurs éléments. Mais la première, c'est qu'il rembourse auprès des provinces toute la notion d'infrastructure naturelle ou artificielle qui réduit le risque. Donc, bâtir une digue, okay, faire des parcs éponges qui vont absorber l'eau, tous les coûts reliés à ça, s'ils sont faits dans une zone à haut risque, sont remboursés à hauteur de 90% par le gouvernement. Toute la partie relocalisation, déplacement de maisons et ainsi de suite vont être aussi remboursés par le gouvernement et à 90%. Donc, il y a vraiment. Le gouvernement fédéral n'est pas dans le programme des aides financières en cas de catastrophe, il n'est pas dans la construction lui-même, il est vraiment dans l'aide financière, mais il a rajouté une aide financière importante pour toutes les provinces qui investissent dans l'atténuation des risques. Il y a d'autres. Tout ça, ça se décline plus globalement. Il y a d'autres programmes où les subventions aux municipalités, les subventions à d'autres endroits du gouvernement fédéral sont aussi axées sur est-ce que ça va réduire les risques et ainsi de suite.
Puis en fait, plus que les AFCC, dans le fond, permettent de rembourser en bonne partie les dépenses encourues par le PGAF, comment les changements du AFCC pourraient affecter potentiellement le PGAF là, au niveau du ministère de la Sécurité publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec est très avant-gardiste sur toutes les mesures d'atténuation, dans le sens que depuis 2019, je n'ai parlé tout à l'heure, les inondations successives. On est la seule province qui fait ça. Euh, on a aussi dans notre programme depuis plusieurs années l'érosion côtière, submersion côtière, les glissements de terrain, que nous, on vient relocaliser ces gens-là lorsqu'il y a un événement arrive. On est la seule province aussi qui fait ça. Donc, le fédéral, dans les dernières années, pour les AFCT, ils ont consulté à plusieurs reprises. Donc, ils se sont inspirés beaucoup du programme du Québec pour faire leurs nouvelles mesures et le 50% ou le 90%, parce que les autres provinces, le 15% qui était prévu avant, c'était pas suffisant pour que les autres provinces l'intègrent à leur programme. Tandis que nous, avec le sinistre majeur qu'on a eu en 2017, nos autorités ont décidé d'aller de l'avant malgré le fait que le fédéral ne remboursait pas une grosse part. Euh, mais bref, 2019, on a quand même mis de l'avant les inondations successives. On a déjà de l'aide à d'autres fins, l'argent. Les gens, déjà, avec 50 000 de dommages, pourraient déjà prendre cet argent-là pour se relocaliser. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le temps avantageux si on n'atteint pas les seuils des inondations successives. Mais bref, notre programme prévoyait déjà beaucoup de ces éléments-là. Puis les autres provinces vont devoir s'inspirer de notre programme pour se coller aux nouveaux AFCC. Donc, ce que nous, on pourrait faire de différent, de plus dans les prochains programmes, puis ça va être analysé, c'est le Build Back Better. T'sais, on en a déjà un petit peu dans nos programmes, mais on pourrait peut-être creuser puis aller plus loin. Puis on a parlé tout à l'heure avec Pierre, les matériaux résilients. Il y a un comité aviseur, il y a un référentiel qui est en train de se bâtir. Mais comment on peut l'intégrer à notre programme, c'est aussi ça qu'on va réfléchir. Super. Ça te permet, Mathieu, Vas-y. je rajouterais, ça c'est une position d'intact là, globalement. Aujourd'hui, au Canada, quand on regarde et qu'on parle de changement climatique, 90% des efforts financiers vont à ce qu'on appellerait l'atténuation, mais l'atténuation dans le sens réduction des gaz à effet de serre, puis 10% va dans l'adaptation au changement climatique. Nous, notre message, c'est que ça a besoin d'être rebalancé un peu pour qu'on mette plus d'argent dans l'adaptation au changement climatique. OK? Puis peut-être autant ou même peut-être ça va vouloir dire un peu moins dans la réduction des gaz à effet de serre, mais volontairement, on pense qu'il faut qu'on mette des éléments là parce qu'il faut qu'on s'occupe de notre territoire puis qu'on réduise les risques à moyen terme. Ce qui est intéressant, par exemple, ce que j'ai découvert en parlant avec quelques personnes aux politiques fédérales, c'est qu'un des éléments qui est difficile dans la réduction des changements climatiques, de l'adaptation, c'est d'avoir un bon business case, une bonne analyse de la rentabilité, parce que on est dans l'incertitude. Si tu réduis de 10% ou de 15% le risque, ça vaut combien? OK? Contrairement à quand tu mets un prix sur la tonne de carbone, où la tonne de carbone, tu dis à quoi de temps, mais si je capture tant de tonnes de carbone, ben c'est tant d'argent que je fais, c'est mesurable. Alors que la partie atténuation, elle est plus stochastique. On connaît un peu ça, c'est quoi? Ça rend les analyses de sensibilité, les business cases, beaucoup plus difficiles à vendre. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus difficiles à vendre qu'ils ne sont pas réalistes et qu'on n'a pas besoin de le faire. Donc, je réitère le message, ça c'est une position, je dirais, d'intact et d'industrie, de mettre plus d'argent dans l'adaptation par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On pense que ça serait mieux si c'était 50-50 que 90-10 comme on a aujourd'hui. Je vais faire du mélange, en fait, sur peut-être ta dernière remarque, là. Donc, tu parlais de réduction du risque, puis des difficultés. Je pense, puis je vais probablement conclure là-dessus pour les questions de l'audience. C'est quoi les obstacles là, qui existent actuellement là, à la réduction du risque et à l'adaptation? Donc, je vais prendre chacun un petit peu de temps là, pour en discuter. Là. Je peux commencer. C'est clair, Alain a mis plein de bons points. C'est sûr que c'est aussi une question d'argent. C'est de convaincre les gens qu'on doit prendre de l'argent qui irait peut-être dans des services ou dans d'autres infrastructures, puis dire, ben, avec cet argent-là, on fait de la réduction des risques. Ça va coûter cher cette année, l'année prochaine, mais à partir du moment où c'est complété, on va économiser de l'argent chaque année en reconstruction, en indemnisation et tout ça.
Puis là, je me souviens pas. Mais en tout cas, il y a peut-être une vingtaine ou trentaine d'années, il y a un premier ministre provincial, puis je ne sais pas si c'est Alberta ou Manitoba, mais la Rivière-Rouge. C'est Manitoba. Manitoba. C'est Manitoba. Il a décidé d'enclaver un peu certaines parties de la rivière. Ça a coûté à l'époque là, plus d'1 milliard. Il y a 30 ans, 1 milliard, c'était quelque chose. Puis tout le monde s'est opposé à ce projet-là. Puis depuis ce temps-là, là, les dizaines de milliards qui ont été économisés et les inconvénients, tous les gens qui n'ont pas été inondés, c'est bien beau que ça ne coûte rien, mais en plus, sachant qu'il y a certaines régions qui auraient continué à être inondées à chaque année. Fait que puis, des fois, ben, on peut comprendre le gouvernement de dire ben, on veut bien, là, mais on aimerait ça être réélu à la prochaine élection aussi. Fait que, il y a des, puis au niveau des municipalités aussi, on sait que les budgets sont plus limités. Il y a de l'aide provinciale, il y a de l'aide fédérale, mais certainement, l'atténuation des risques coûte cher, ça prend un investissement pour après ça en retirer des bénéfices. C'est ce bouchée-là qui est dur à faire avaler aux gens. Oui, ben dans le fond, nous, notre programme, déjà, on a parlé tout à l'heure de plusieurs mesures d'atténuation qui sont déjà possibles, puis j'en ai d'autres que je n'ai pas nommées, puis... mais bref, un des obstacles, je vous dirais, c'est que c'est un programme normé, c'est des limites, hein, la limite de 162 500, la limite de 385 000. Donc, un des obstacles, je vous dirais, c'est l'exemple que je vous donné tantôt. Après la deuxième récurrence, on est rendu à 125 000 de dommages. Il y a des sinistrés là-dedans, là, ils nous appellent et disent j'aimerais ça quitter. Mais on ne peut pas lui donner le 385 000 parce qu'il n'a pas atteint la fameuse limite. Mais, par contre, notre programme prévoit quand même que, à la deuxième récurrence, qui c'était 50 000 l'exemple, avec le 50 000, aurait pu prendre l'aide à l'autre fin et, exemple, s'immuniser puis assumer la différence. C'est sûr qu'il faut avoir les reins assez solides, il faut avoir le financement pour pouvoir faire ça. Mais une des limitations, c'est ça, c'est les seuils au programme qu'on a mis, qu'on a établis, que des fois, c'est plus long à arriver aux mesures d'atténuation. Les gens veulent quitter, il y en a plusieurs qui veulent quitter, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas quitter. Fait qu'il faut mettre une limite qui est raisonnable, qui est compris de tout le monde, mais c'est un des obstacles, les limitations privées de notre programme. Super. Merci beaucoup. Je vais conclure peut-être sur un point. Donc, tu avais parlé tantôt du nombre de personnes qu'il y avait autour de la table ronde au fédéral. Bernard, ce matin, a parlé d'enjeux de gouvernance. Je pense que ça aussi, c'est un obstacle là, qui est quand même important là, pour coordonner et encourager la réduction du risque. Donc, pour le temps qui reste, on va prendre les questions de l'audience, puis en ligne. J'ai pas vu l'ordre exact, là, donc... Les femmes d'abord. D'accord. Ma question, c'est pour M. Paradis. Oui. Je voulais savoir si les gens qui se situent dans les zones de cuvette, donc exposées aux inondations pluviales, ont accès au programme d'aide financière. Et dans le cas contraire, quand est-ce qu'ils pourront avoir accès? Ben, en fait, notre programme d'aide, c'est vraiment, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça vient avec les inondations des cours d'eau, inondations de cours d'eau. Donc, s'il y a une cuve qui se crée suite à des pluies abondantes, ça crée des regroupements d'égouts. Si l'eau ne provient pas du cours d'eau, l'eau qui rentre dans la cuve, c'est pas du cours d'eau, c'est pas admissible notre programme. Fait que nous, c'est vraiment une aide de dernier recours par rapport au sinistre admissible qui est une inondation qui atteint les lieux assurés. Et la question, c'est quand? Il faut aucune idée. Présentement, c'est pas prévu qu'on puisse aider. C'est généralement souscrit, c'est abordable. Donc, pour nous, c'est le marché d'assurance qui doit couvrir ce type de sinistre-là. Pour l'instant, c'est la position. Au niveau des assurances, bien, comme j'ai mentionné, lorsqu'il y a une certitude que le risque va se réaliser, bien, les assureurs risquent de ne pas couvrir ces aspects-là. Donc, puis on est censé, je pense qu'on a vu aussi dans les médias et tout ça, les enjeux des cuvettes et tout ça. Puis, à la fin de la journée, ben, la municipalité doit voir ce qui peut être fait. Puis c'est sûr que le bâti actuel est toujours problématique parce qu'on rajoute des résidences au réseau, on identifie des nouveaux enjeux, les pluies sont plus abondantes. Donc, il y a des endroits où les assureurs risquent de ne pas s'aventurer en termes de refoulement d'égouts, de choses comme ça.
Mais on a déjà vu dans le passé des municipalités qui ont réglé certains enjeux et qui ont permis aux assureurs de recommencer à offrir des produits. Oui. Deux questions. Première question, M. Paradis. Est-ce que le programme d'indemnisation pour le volet immunisation, les résidences en zone non inondable ont le droit à ce volet-là? Oui. En fait, ça, par exemple, on aurait inclus 300 ans, puis l'eau se rend jusqu'à des maisons qui sont hors de la zone inondée. Ben oui, effectivement, on se fie à la limite. Même chose, les mêmes principes qui s'appliquent à. Ça s'appliquait aussi en 2019? C'est la même chose. OK. Deuxième question, puis un commentaire là, pour les assurances là, chez nous à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il y a des assureurs qui refusent totalement de soumissionner là, chez nous là, alors en disant que qu'il y a une résidence qui est, selon les cartes du gouvernement, là, est en zone inondable. Là, fait que c'est pas juste les volets refoulement, mais c'est pour l'ensemble de la couverture qui refuse de soumissionner. Dans votre présentation, Monsieur Pierre, vous avez un graphique là, avec toutes les ce que ça a coûté, là, les aléas là, climatiques au cours des dernières années. C'est quoi la proportion entre les inondations et les feux de forêt dans ce graphique-là? En fait, les inondations, inondations ou débit qui était vraiment de l'inondation pluviale, là, ça reste prioritaire. Les deux, l'été dernier, on a eu un événement qui est Jasper. C'est les feux là-bas. C'est environ 1 milliard sur les 9 milliards qui ont été payés par les assureurs. Tout le reste était un événement de grêle à 3 milliards. Une journée de grêle à 3 milliards. Ça coûte cher. Le reste, c'était de l'eau. Puis il y a eu Fort McMurray en 2016 qui était environ 3 milliards J'ajouterais qu'aujourd'hui, dans une police habitation, le risque le plus important, c'est le dommage par l'eau. C'est plus le feu, l'incendie ou la responsabilité civile ou le vol, comme ça fut le cas à certaines époques. Le risque le plus important, ça reste le dommage par l'eau, incluant l'eau qui vient de toutes parts. Okay. Une nouvelle devise, en fait, là, Water is the new fire, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu assez régulièrement. Oui. Il y a Catherine avant moi. Ah, OK. Oui, en effet. Moi, je me questionnais, on a parlé de prévention un peu à la fin. Le programme, évidemment, on a trouvé que c'est un programme d'aide sinistrée. Donc, c'est une fois qu'il y a eu un sinistre qu'on peut être admissible, puis dans certains cas, améliorer son bâtiment et tout ça. Donc, je me demandais comment on pourrait, ce qui serait souhaitable, comment on pourrait tendre vers plus de prévention en amont avant que les sinistres surviennent. Est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans? D'un point de vue collectif, il y a des programmes qui existent pour les municipalités pour faire des infrastructures, mais là, d'un point de vue bâtiment. En fait, je peux commencer si vous voulez. Là, mais, exemple, je ne veux pas parler à la place du MAMACH, le ministère des Affaires municipales, mais il y a le PRAFI qui existe. Présentement, ça s'adresse aux maisons qui sont patrimoniales, mais il devrait, dans les prochaines années, normalement, là, c'est accepté de l'étendre à d'autres types de bâtiments. Nous, dans notre ministère et aussi dans notre direction. Dans une autre direction chez nous, c'est le cadre de prévention du sinistre, le CPS. Donc, il y a des sommes, par exemple, à Maria, à Sept-Îles, un peu partout là, pour l'érosion côtière. Il y a un programme d'aide et des millions aussi qui sont déjà prévus pour pouvoir relocaliser, déplacer des secteurs. Donc, il y a déjà des programmes gouvernementaux qui existent en prévention. C'est sûr que nous, notre programme d'aide financière de dernier recours, c'est pas nécessairement la prévention, mais lorsqu'il y a un sinistre, effectivement, il y a des mesures d'atténuation possibles. Puis sûrement qu'il y a d'autres programmes qui vont voir le jour dans le futur s'il y a du financement. Mais... Je pourrais rajouter qu'une des difficultés, et je pense que Bernard en a touché dans sa présentation, c'est la sensibilisation. Est-ce que je suis affecté par le risque? Parce que quand on regarde qui a un impact sur comment on fait pour réduire le risque du dommage par l'eau, des inondations, bien, c'est sûr que les gouvernements ont un rôle à jouer, mais même les individus ou les municipalités ont un rôle à jouer. Okay? Mais quand est-ce que, comme individu, tu dis, OK, là, il faudrait que je pense à réduire, nettoyer mes gouttières, éloigner l'eau de la maison, et ainsi de suite. Toutes ces phénomènes-là, il y a plein de je dirais, d'outils qui existent sur le web, bien sûr, mais c'est très peu utilisé parce que la sensibilisation n'est pas là. OK? Donc, puis la sensibilisation, ça va être le nerf de la guerre du côté politique.
pour faire avancer les choses. Donc, il y a vraiment un effort qui doit être fait. Et là, il faudrait, pour que ça marche, il faut qu'on soit sensibilisé comme individu plus qu'une fois. Il faudrait qu'à chaque fois qu'on fait quoi sur la maison, on renouvelle l'hypothèque, on achète la maison, on renouvelle notre assurance, à tous les fois, on fait des travaux dans la maison et ainsi de suite. Il faudrait qu'on soit sensibilisé à toutes ces fois-là pour que ça finisse par rester. C'est un peu l'idée des certificats de résilience là, qui ont aussi une échéance de 5 ans, par exemple. Oui, mais pour te donner une idée, le Reader Digest, il proposait d'acheter leur publication, puis il fallait que tu les refuses 7 fois avant qu'ils t'arrêtent de. Parce qu'il disait, si on ne te l'a pas fait 7 fois, tu t'en rappelles pas. Faut le faire. Non, non, mais c'est la mémoire étant une capacité qui oublie, il faut la renforcer continuellement. Je vais donner l'exemple, 1978, un séisme au Saguenay qui a capté l'imaginaire de tous les Québécois. Aujourd'hui, on parle de séisme, puis ça intéresse personne, là, c'est trop loin. Fait que, à moins d'avoir. Quand on va commencer à avoir un débit à chaque année, là, l'effort de sensibilisation va être beaucoup plus facile. C'est sûr que depuis quelques années, on a certainement l'attention des gouvernements dans ces discussions-là, parce que eux aussi, l'argent sort de leur poche. Puis les assureurs sont très motivés à participer à tout ça. Les citoyens qui sont de plus en plus touchés. Mais essayons d'éviter d'avoir à justement subir tout ça pour collectivement se mettre notre chapeau de résilience, puis commencer à penser de cette façon. Il y avait Nathalie en premier, puis Brent ensuite. Donc, Nathalie Saint-Arnaud, je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais, donc j'habite dans la cour du Parlement. Et je m'intéresse aux conséquences psychosociales pour les citoyens et citoyennes des inondations récurrentes. Donc, je vous explique ça parce que vous allez comprendre d'où viennent mes questions, mais je veux d'abord remercier les conférenciers. Aujourd'hui, moi, j'ai appris plein de choses, donc c'est vraiment intéressant. Ma première question, c'est, vous avez parlé du coût de l'assurance et tout ça, puis de façon très claire, parce que c'est pas évident pour moi de comprendre, puis j'ai compris. Mais est-ce qu'on a de telles évaluations pour le coût de la délocalisation des citoyens et citoyennes? Il me semble que si on mettait ça, puis une délocalisation humaine, on va dire ça comme ça. Puis ma deuxième question, avec les programmes gouvernementaux tels qu'ils sont construits, vous avez évoqué là, des gens qui voudraient partir, tout ça. Donc, la façon que les programmes sont construits au niveau de la compensation financière, est-ce qu'il n'y a pas un danger, parce que j'ai étudié la Pointe-Gatineau, je ne sais pas si vous êtes d'Ottawa, donc des gens qui sont là depuis longtemps, des vieilles générations, donc pas des gens avec beaucoup de sous. Est-ce qu'il n'y a pas une préoccupation qu'on gentrifie le bord des cours d'eau au Québec? Donc, que ce soit que les personnes en moyens financiers qui peuvent se permettre le privilège du bord de l'eau. On dit privilège, on dit privilège. Les inondations, ce n'est pas un privilège. Donc, voilà mes questions. Ben, pour la relocalisation, certainement, les assureurs ne sont pas nécessairement impliqués dans la relocalisation. Je sais que ça fait partie des discussions pour le programme. Le groupe de travail, initialement, s'appelait Programme national d'assurance inondation et de relocalisation. Ça se fait très peu, donc j'imagine qu'il n'y a pas énormément de données là-dessus. Je ne sais pas On n'a pas plus de données de notre côté. Par contre, dans nos bureaux temporaires, services d'information publique, il y a tout le temps le M3S, les gens psychosociaux qui sont là, présents, accompagner les jeunes. Même chose quand on se rend compte en cours de dossier qu'il y a des problématiques, des enjeux. La Croix-Rouge, c'est un de nos partenaires qui vient aider, font de l'accompagnement pour cette clientèle-là. Puis ça reste un choix de se relocaliser. Souvent, c'est un choix. C'est sûr que c'est un choix difficile, c'est émotif, puis je comprends les enjeux futurs, mais non, on n'a pas de données sur le sujet. Des fois, ce n'est pas un choix à cause des finances. C'est ça. Moi, je dirais que je suis bien content de votre sujet d'étude. Okay? Parce que dans le programme national d'inondation, il y avait aussi un volet relocalisation. Et là, ils ont regardé un peu les coûts. Puis ils ont regardé, tu relocalises exactement une maison ou une communauté au complet, et ainsi de suite.
Et là, on est rapidement tombé dans les enjeux psychologiques par rapport à ça, parce que on est attaché aux souvenirs à la maison. Si en plus elle est détruite puis il faut tout abandonner, ça rajoute encore. Et il n'y a pas eu, je dirais, il n'y a pas eu l'émergence de dire, OK, voici comment on devrait faire le programme et ainsi de suite. Je pense qu'on est un peu au début du trajet pour arriver à une façon humaine, logique de délocaliser les gens. OK? Pas juste du côté financier, mais du côté psychologique. OK? Mais je suis obligé de dire qu'on est au début. On n'a pas de réponse, mais il y a au moins un constat sur l'enjeu qui a été évoqué. C'est pour ça que ce qui est intéressant, parce qu'on aborde des inondations de différentes facettes. Je vais ajouter juste un petit mot, c'est que dans notre recherche, ce qui nous a étonnés, c'est que les gens qui ont été inondés plus qu'une fois, nous autres, on se disait la plupart vont vouloir quitter. Mais au contraire, le fait d'avoir vécu une première inondation, le vocabulaire, c'est un vocabulaire de guerre. Là. J'ai réussi à sauver ma maison, je me suis battue pour garder ma maison une fois, deux fois. Donc, l'attachement s'accroît pour les gens. Donc, ça nous a un peu étonnés. On se demandait le rapport avec l'eau. Donc, ça aussi, c'est à considérer. Pour certaines personnes qui sont inondées plusieurs fois, ça renforce l'attachement au lieu, au domicile. Donc, c'est à... Malheureusement, la prochaine fois, l'eau pourrait monter encore plus haut. Cette fois-ci, ils ne réussiront pas là-dessus. Avant de prendre la question de Brent, il y avait la deuxième question qui était sur la gentrification des bords des cours d'eau. Y a-t-il un commentaire? Ben, c'est difficile de se prononcer à l'heure actuelle. Par contre, c'est sûr qu'avec les hypothèques, avec les banques, ça a sorti dans les médias dans les dernières années, que même Desjardins se retire, il oblige quasiment d'avoir 35%, ou en tout cas, il y a des règles quand même assez strictes de financement pour pouvoir avoir un prêt hypothécaire. Ce volet-là, c'est sûr qu'on ne le contrôle pas en ce moment au ministère avec notre programme, mais c'est sûr que quand on voit les choses aller, puis on voit les médias comme vous, c'est sûr qu'on se pose la question, nous aussi, de ce volet-là. Mais actuellement, notre programme n'est pas. Moi, je vais faire du millage là-dessus parce que, dans le fond, c'est ce qu'un programme national d'inondation pour les propriétaires au risque à coût faible permettrait ou empêcherait une partie. Parce que, justement, Desjardins dit, je ne te prête pas si tu n'as pas une assurance inondation. À partir du moment où tu es capable d'avoir une assurance inondation à un coût abordable, automatiquement, tu es capable d'avoir le prêt. Ça change un peu la dynamique. Mais je pense pour le moment, l'avenir est assez difficile à entrevoir là-dessus. J'ai vu 2 mains levées, puis je pense que ce serait tout pour la salle. On puisse aller en ligne là, dans l'intérêt du temps. Donc, Brent et ensuite, la question en arrière. Première question, peut-être plus facile, mais on a parlé beaucoup de coûts. Mais combien coûte un avenant assurance inondation? Juste un chiffre, c'est ça, général, c'est médiane. Ben, ça va varier selon le risque de la propriété, mais ça peut être, c'est toujours en fonction du risque. Donc, s'il y a déjà eu des débordements récents et tout ça, si votre assureur décide de vous l'offrir, ben, ça peut être 500, ça peut être 1000, ça peut être 2000 $. Ça va varier. Même Comme 10 000. Oui, effectivement. Fait que c'est vraiment en fonction du risque, mais généralement, un assureur pourrait, plutôt que vous offrir un avenant à 10 000, il préférait probablement vous dire qu'il ne l'offre pas. Parce que c'est pas bon pour personne dans une situation comme ça. Deuxième question très vite. On a parlé aussi beaucoup de la connaissance, exemple, du risque et tout. Et surtout pour les programmes publics, est-ce qu'il y a une volonté de rendre public un registre? Exemple, surtout les cas, exemple du MSP, d'indemnisation. Et ça, Notre loi sur la sécurité civile a été modifiée en mai l'an passé. Oui. Et c'est rendu possible de rendre public les montants versés pour le bâtiment. Donc, c'est rendu la nouvelle loi. On peut le publier. En ce moment, c'est à la pièce, à la demande qu'on peut le fournir ou à un citoyen qui nous le demande. On utilise actuellement des plateformes pour le rendre public en libre service, je dirais. Là, mais on travaille là-dessus actuellement. Effectivement, c'est un autre projet de rendre public les données pour les montants versés pour le bâtiment seulement. Et aussi l'emplacement. Oui, moins loin. Mais l'emplacement, effectivement, c'est par adresse. OK. C'est pas par nom de propriétaire, c'est par adresse. Dernière question. Ça existe en Alberta. OK.
En Alberta, il y a la liste des propriétés avec les montants qui ont été versés parce qu'ils ont la même notion d'une limite de 400 000 à vie. Donc, il faut que tu saches combien d'assurance il reste disponible sur cette propriété-là. Puis l'exemple de l'Alberta est super bon parce que, tu sais, eux, c'est l'écran du Québec.ca. Ils rentrent le matricule ou le numéro de lot, par exemple, et ont accès facilement à l'information. C'est sûr qu'on. L'exemple de l'Alberta a été étudié de notre côté, puis on regarde justement pour voir si on fait la même chose ou différemment, parce qu'on ne veut pas non plus multiplier les outils. Puis, il va y avoir la cartographie, il va y avoir d'autres outils, d'autres éléments que les gens veulent consulter. Est-ce qu'on concentre l'information à une même place ou est-ce que c'est ça qu'on est en train d'analyser? Et dernière question, mais peut-être un peu question ouverte, là, mais à quel point est-ce qu'on est proche d'avoir une crise, un peu de même une remise en question du modèle d'affaires des assurances? C'est une bonne question. C'est intéressant. Je vais vous inciter à aller voir un rapport qui vient de sortir il y a 2 jours de l'Association de Genève des assureurs, qui parle justement de la capacité de soutenir une assurance pour les risques physiques mondialement. On l'a vu en Californie. Il y a des assureurs qui se retirent de certains endroits et ainsi de suite. OK? Fait que ça donne un peu une idée de tous les éléments qui rentrent en jeu dans ces éléments-là. Mais un des gros éléments qui joue, OK, c'est la notion des contrôles tarifaires. OK? Parce que les endroits où les assureurs ont tendance à se retirer, c'est les endroits où les contrôles tarifaires sont tellement stricts qu'ils n'ont plus aucun intérêt à assurer. OK? Et il y a vraiment, je dirais, ce qui émerge, c'est une volonté des surintendants d'assurance, des gens qui font la réglementation, de justement éviter ce pattern-là et de s'asseoir avec l'industrie. Mais je vous inviterai à lire le rapport. Très intéressant. Merci beaucoup. Oui, dernière question de l'audience. Merci. J'aimerais ajouter sur la question de relocalisation. Vous avez mentionné déjà, on n'a pas beaucoup d'informations sur ça, mais ma question est, après avoir décidé de relocaliser et après avoir ce financement, est-ce qu'il y a des données où ces gens vont ou comment ils utilisent ce financement? Est-ce qu'ils achètent une autre maison parce qu'on parle d'une prise de logement aussi, ou est-ce qu'ils décident à louer un appartement, etc. Est-ce qu'on a de données? Non, on n'a pas de données sur la suite. Là. Une fois que c'est sûr qu'on demande l'adresse des fois pour envoyer le chèque quand la maison est démolie, pour envoyer le chèque à l'adresse qui est démolie. Mais non, on ne fait pas de registre de où que les gens sont déplacés. Je ne peux même pas vous donner une ordre de grandeur de tant de pourcentage en maison, tant de temps en location. Je n'ai aucune idée. Mais Ça serait un beau projet de recherche. Oui, c'est pour ça que je vous pose. Par exemple, est-ce qu'ils décident de rester dans la même région? Je ne peux même pas vous dire. Il y a un enjeu. On le voit, le prix des maisons ont tellement monté dernièrement. Il y a un manque d'accessibilité, un manque de maisons dans le marché. Puis même chose, les logements. Vous savez, il y a une pénurie de logements. Donc, c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là aussi lié à l'immigration massive qu'il y a eu les dernières années, entre autres. Mais ce volet-là, effectivement, c'est pas dans notre programme qu'on va régler cette situation. Merci. Oui, je ne veux pas insister, là, mais ce serait quand même relativement facile d'ajouter un code postal de l'endroit où on était puis de l'endroit où on est rendu. Pour être capable d'avoir une trace. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts de fait là, dans la recherche pour essayer justement d'avoir les données puis se positionner. Parce que même pour une municipalité, ça m'apparaît super important de savoir que les gens sont restés ou qu'ils sont partis. Il y a des cas, quand on regarde un cas spécifique, on est capable de déterminer, OK, dans cette municipalité-là, il y a eu tel événement, il y en a 10 qui sont partis. Mais à l'échelle plus importante, l'échelle du Québec notamment, on n'a aucune donnée. Alors que vous êtes, à mon avis, c'est ce que je de pointer, mais à mon avis, vous avez une base de données qui permettrait de capter cette information-là en rajoutant quelques petits éléments. Puis ça pourrait être très utile, je pense. C'est juste que maintenant que la nouvelle loi sur l'accès à l'information, chaque information qu'on demande à un citoyen, il faut qu'il y ait une raison d'être. Pour justifier, il faut qu'il y ait
qui approuve cette information-là. Fait que c'est sûr que demander l'adresse de relocalisation, si ce n'est pas nécessaire à notre traitement, c'est sûr qu'il y a des enjeux avec la loi de la protection des renseignements personnels aussi. Tu sais, à la base, il faut quand même savoir si on a réellement réduit le risque, là, en fait. Parce que tu veux quand même pas non plus qu'à cause des indemnités de relocalisation, mettons, plus faibles, ben finalement, on rend des gens plus, ou du moins, plus vulnérables ou. Je pense que les données De ça. actuelles qu'on commence à rentrer, c'est qu'il y a une bonne partie des individus et familles délocalisés qui se retrouvent dans des situations de plus haute vulnérabilité, pas nécessairement physique, mais de façon sociale, économique, etc. Donc, la délocalisation a un impact fort sur beaucoup d'autres aspects qu'on ne discute pas quand on est dans une perspective d'assurance, qui revient un peu aux questions impacts psychosociaux, mais aussi sur l'aspect de résilience communautaire, donc qui sont des variables très intéressantes à ajouter à l'analyse et aux discussions. Savoir l'avant versus l'après, exactement. En ligne, Hélène? On n'en a pas, mais je pense que peut-être le bon moment d'aller dîner si on a déjà une demi-heure de retard. Moi, exact. Peux-tu laisser une réflexion au groupe? Ben oui, Il y a plusieurs personnes là-dedans. On a parlé beaucoup de relocalisation. Si l'étude qui a été faite en 2022 est crédible, et on pense qu'elle l'est, le pire 1%, qui correspond au 35%, c'est celui qu'on voudrait relocaliser. Il faut juste réaliser que c'est 150 000 propriétés à travers le Canada. 1%. 1% de tous les bâtiments. De tous les bâtiments, c'est 150 000 endroits à relocaliser. Il faut juste se donner l'ampleur de la tâche que ça représente, encore plus dans une crise du logement comme on vit aujourd'hui, parce que c'est 150 000 logements que ça prend ailleurs pour les relocaliser. Donc, je pense que la relocalisation est un concept super beau, super bien, mais ça ne sera pas la panacée. Il faut juste se le dire. Je vous le laisse comme réflexion. Mais il faut définitivement faire quelque chose avec ce 40%-là, ce 1%. Oui, c'est ça. Parfait, merci. Merci.